Yes! C'est fabuleux! Thomas Levé. Les Grecs. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr. Salut à tous, bienvenue sur le podcast du Journal du golf. Cette semaine, nous allons prendre la direction de Wentworth où se déroule le premier Rolex Series de la saison. Nous parlerons également du Belgian Not Out et de la semaine dernière et la place de finaliste de Benjamin Weber et également la nomination des vice-capitaines pour la prochaine équipe européenne de Ryder Cup. Et pour animer avec moi cette émission, Arnaud Tillous et Benjamin Cadieux du Journal du Golf. Salut messieurs. Salut JP. Salut à tous. Alors on l'a dit cette semaine, c'est le PGA Championship, premier Rolex Series de la saison, une dotation de 7 millions de dollars, ce n'est pas majeur mais comme le Players aux US, messieurs, est-ce que c'est le majeur européen ? Oui, c'est le plus gros tournoi européen en dehors du British. Après déjà le 5e majeur, ça fait longtemps qu'on en parle beaucoup moins pour le Players et heureusement parce que des majeurs il y en a c'est exagéré comme terme de pour majeur. Pour le Players c'est exagéré et donc forcément pour Wentworth encore plus. Même si maintenant ils sont, le plateau est beaucoup plus relevé qu'il y a quelques années où il y avait des problèmes avec le parcours, il y en a plein qui faisaient l'impasse. Là c'est très très beau, c'est le plus beau champ après le British Open, mais c'est pas un majeur non, et ça ne le sera jamais. Alors, j'espère. Justement, Martin Coulon est notre envoyé spécial cette semaine. Avant de l'avoir en direct, je vous propose d'écouter Sébastien Gros, que Martin Coulon a justement croisé sur le practice de Wentworth. Alors l'ancien joueur de Lyon-Salvani nous dit pourquoi pour lui aussi c'est un tournoi mythique. Je dirais que c'est unique, dans le sens, là où quand t'es gamin, tu penses que le tour européen c'est Wentworth toutes les semaines en fait. Un practice incroyable, déjà 100 personnes au practice le mardi, il y a peut-être 5 fois ça sur le parcours qui se balade sur les parties. En plus c'est un parcours mythique, c'est le siège du tour européen, c'était historiquement, maintenant il y a tous ces Rolex Series qui sont au même niveau, mais c'était historiquement le tournoi en fait du majeur du tour européen. Donc bon, en plus je suis rentré dedans au dernier moment, mais ça aurait été vraiment une grosse déception de ne pas pouvoir rentrer dans le champ. Tout est beau, tout est fait pour nous quoi, vraiment. Tout est fait pour nous, un tournoi unique. Alors justement, on a Martin Coulon en direct. Alors Martin, racontez-nous un peu cette ambiance qui règne à Wentworth. C'est toujours un peu la même très jolie limonade à Wentworth. C'est toujours un vrai plaisir de revenir dans cette espèce d'écrin absolu de jardin anglais. Complètement dingue à quelques minutes de Londres, c'est sublime ici, tout est génial, tout est vachement bien organisé. Enfin, c'était déjà le fameux flagship event, enfin le plus gros tournoi du Tour à l'époque, avant les Rolex Series, et ça, j'ai presque envie de dire que ça le reste parce qu'il y a une vraie classe quoi dans tout ce qui est fait, au-delà du fait que voilà évidemment il y a des millions d'euros qui sont maintenant en jeu là-dedans et que voilà le fait que ça appartienne aux Rolex Series, ça joue positivement pour tout le tournoi, mais Wentworth ça reste Wentworth. Quoi. Et Sébastien il le disait il y a quelques secondes là quand vous avez passé l'interview, c'est vraiment ça quoi, c'est à part, surtout Martin à vous écouter ça, on dirait que c'est Augusta Wentworth. Mais oui non mais en plus et tu sais c'est marrant parce que je me faisais la réflexion, il y a une espèce de petite allée qui serpente entre d'énormes propriétés du coin parce que ici c'est un joli domaine de très gens très riches, et pour aller au golf, pour aller jusqu'au clubhouse, il faut passer sur une espèce de petite route et je me suis dit c'est marrant, c'est pas Magnolia Lane, c'est Rhododendron Lane parce qu'il y a que des rhododendrons en fleurs partout, il y a un peu de ça. C'est Arnaud, une question pour vous. Non, mais c'est ça que je voulais dire, c'est que déjà pour les gens qui ont jamais été, déjà pour arriver à Wentworth, on passe dans la banlieue chic de Londres et toutes les maisons, je sais pas combien elles coûtent, mais c'est incroyable. Il y en a, tout le parcours est fait au milieu de ça, mais déjà pour y arriver, c'est incroyable quoi. On a été tous les millionnaires ou les milliardaires de Londres, je sais pas combien, j'ai aucune idée du coût d'une maison là-bas, mais c'est dingue quoi. Si tu demandes le prix, c'est que t'as pas les moyens. Tous les jardins sont super beaux et évidemment le golf au milieu est au niveau de tout ça et c'est sublime. Benjamin. Oui, ça a été racheté par des Chinois, je crois, Wentworth. Et c'est plus de 200 000 euros la cotise annuelle si jamais quelqu'un veut prendre ce membership. D'ailleurs, Arnaud, vous c'est pas la maison, c'est pas la maison, on le rappelle, c'est bien le membership vous de membre à Wentworth. Fontainebleau, vous êtes peut-être intéressé. Ouais, alors, est-ce que comment on peut le classer par rapport à un majeur justement Wentworth, Martin ? Oh, c'est en dessous. Enfin, je veux dire, ok, en termes d'entretien de parcours, en termes de réceptif, en termes d'ambiance, bon, c'est un très beau tournoi du Tour européen, mais par rapport à un majeur, il y a juste à regarder le champ de joueurs. Je veux dire, ça parle de lui-même. Il y a entre guillemets que
12 membres du top 50 mondial cette semaine. Voilà, ça, on a tout dit quand on a dit ça. Alors que pendant le Players qui avait eu il y a 2-3 semaines de ça, on avait 49 des 50 meilleurs mondiaux, enfin 50 des 50 meilleurs, mais Paul Casey s'était retiré, je sais plus qui s'était retiré au dernier moment. Donc non, c'est incomparable à ce niveau-là en tout cas. Bon, en tout cas, cette semaine encore, il y aura beaucoup de Français, 10 au total. Est-ce que vous les avez croisés, Martin, ces Français, à part Je Sébastien les ai Gros croisés le matin et le soir. Non, je les ai croisés le matin. Je les ai croisés, j'en ai croisé pas mal. Ouais, carrément. Alors, les petits nouveaux à Wentworth, que sont Julien Guerrier, Clément Sordet, Sébastien Gros, d'ailleurs. Alors, justement, ces petits nouveaux, ils ont les yeux grands ouverts. Ça se passe comment ? On regarde un peu comme une première fois Augusta, on regarde tout ce qui se passe Non, c'est pas aussi, c'est mythique, mais c'est pas aussi mythique que ça, quoi. Et pardon, Sébastien Gros avait déjà joué le tournoi plusieurs fois. J'ai dit une grosse bêtise, autant pour moi. Mais pour Julien Guerrier et Clément Sordet, c'est une première. Et non, ils sont en train de faire leur boulot. Ils font leur gamme, ils font leur boulot. Voilà, c'est aussi un tournoi des Rolex Series qui peut quand même pas mal changer, surtout pour ce genre de joueurs qui sont, qui recherchent quand même des grosses performances pour ne serait-ce que garder leur carte, mais puis aller chercher un peu plus un autre élan dans leur carrière. C'est des semaines qui se ratent pas, donc on n'a pas trop le temps de regarder un peu les rhododendrons en fleurs et de se dire waouh, c'est Wentworth, c'est trop joli, machin. Il y a un boulot à faire, quoi. Et on sent que tout le monde est assez concerné, en particulier chez les Français, dans cette notion de boulot à faire et de performance alignée sur ce premier des 9 Rolex Series de l'année. Alors Martin, Arnaud a une question peut-être. Arnaud. Ouais, une petite remarque, mais non, il y a quand même un endroit qui jure. Moi, je trouve là-bas, c'est quand même le practice, quoi. Alors pas si unique que ça, comme disait Sébastien Gros, le practice. Bah, enfin, je sais pas, il y a ces grilles au fond là, il est tout petit. Enfin, moi, je sais que le practice de Wentworth, à chaque fois que je le vois, je l'ai encore vu tout à l'heure sur ta vidéo, Martin. C'est bof, quoi. Enfin, tout le reste est fabuleux, mais le practice, c'est le tournoi du Tour européen le plus beau. Il y a tous les meilleurs swings européens quasiment. Mais alors l'endroit est lugubre. Enfin, je vais pas dire qu'on est. Je vais pas donner de nom de practice. Je vais pas donner de nom de practice. Il y en a un ou deux qui me viennent en tête, mais voilà, ça n'a rien de magique, quoi. Non, mais ça n'a rien de magique, quoi. Voilà, c'est juste le petit bémol. Je trouve que le practice est vraiment, il est. Mais de toute façon, en Angleterre, c'est toujours ça aussi. Il n'y a pas de practice. On ne connaît pas le practice en Angleterre. C'est un peu ce que j'allais dire. C'est un peu ce que j'allais te répondre, Arnaud. C'est exactement ça. C'est il y a combien. C'est pas dans leur culture d'avoir des practices. Mais non, mais le practice, on s'en fout. Ils vont jouer, voilà. Et il y a souvent même pas de practice sur certains énormes gros clubs. Je pense à des clubs irlandais où il y a pas de practice. Il y a une cage de frappe et il y a un parcours qui est fantastique. Donc je suis d'accord parce que ce practice, c'est pas au niveau d'un practice comme à Dubaï, d'un practice comme à Abu Dhabi où là il y a de la place, il y a des cibles dans tous les sens, etc. Mais c'est sur le parcours que ça se joue et franchement le parcours il est largement il fait largement oublier ce petit détail là. Alors Martin, et un petit bémol encore, rapidement. Non, mais c'est sur le dessin du parcours parce que ça fait une boucle. Et donc vous revenez jamais au clubhouse et pour aller suivre des parties, c'est un petit peu le parcours encore une fois est génial. Mais ça c'est comme dans les anciens parcours, comme à Saint-Andrew, c'est pareil. Oui, c'est le petit bémol où vous partez. Si vous partez à Wentworth, vous partez quasiment pour. Donc en gros, on est en train de repeindre le BMW PGA Championship depuis 5 minutes. Non, pas du tout. On a dit que c'était super depuis le début. On peut quand même mettre 2 petits bémols. Et en plus, là, c'est juste le fait que ça revienne pas. Le champ de joueur, le practice. C'est pas grave. Non, le champ de joueur, il est quand même pas mal. Juste connaître les raccourcis. Il y a des raccourcis entre les. Oui, il y a des raccourcis, mais faut les connaître. Oui, mais c'est vrai que c'est. Non, il y en a 2-3. Oui, d'accord, mais c'est quand même assez loin. Enfin, on part assez loin. Allez, messieurs, je vous propose de retourner au jeu. On parlait des Français et je vous propose notamment d'écouter Benjamin Hébert que vous avez pu interviewer, Martin Coulon. Il nous parle justement de son état d'esprit. On le rappelle, il avait perdu en finale face à Adriano Taigui en Belgique la semaine dernière. Alors, est-ce qu'il est déçu de sa finale, Benjamin ? On l'écoute. Je l'ai bien vécu, je le digère très bien aussi. C'était un super tournoi. Moi, j'ai pas grand-chose à me reprocher. C'est pas comme si j'étais passé à côté de ma finale dans un premier temps. J'ai été quand même assez solide tout au long de la semaine, même en finale. Après, il a manqué peut-être un petit coup pour moi, un ou deux petits coups un peu plus précis. C'est vrai que j'étais un peu cané sur la fin et j'étais moins précis. Puis Adrian, il a très bien joué, il a eu aussi un peu de réussite et voilà. Alors Benjamin Hébert qui a perdu, est-ce que vous l'avez senti quand même déçu ? On le sent dans sa voix, il est pas, il en parle un peu de façon. Benjamin Hébert. Il a perdu, mais bon.
Voilà. Martin. Non, je l'ai pas senti. Oui, il va pas sauter de joie. Ouais, super, j'ai perdu la première vraie grande occasion que j'ai eu de planter un tournoi du Tour européen. Évidemment, c'est des compétiteurs, il y a une forme de déception, mais je pense qu'il est conscient des progrès qu'il fait depuis quelques mois et du fait que le cadre qu'il est en train de qui continue d'ailleurs à mettre en place, et voilà, il a quand même changé un peu son entourage, il a changé de cadet, c'est quand même pas rien, changé de copilote, il avait une bonne relation avec Thierry Miranda, maintenant il bosse avec Rudy Tuillier qui est un ancien joueur et qui lui apporte pas mal quoi, et c'est une nouvelle relation, faut mettre ça en place, et que assez rapidement que les résultats comme ça viennent, c'est plutôt positif, et je pense qu'il est conscient de ça. En tout cas, c'est le discours qui me tenait. Benjamin. Est-ce qu'il y a un changement de coach pour Ben Hébert, ou c'est toujours à fond, à 100% avec Olivier Léglise? Alors, c'est toujours avec Olivier Léglise. Je sais qu'ils se posaient des questions, tous d'ailleurs, avec Olivier aussi. Ils ont demandé à Franck Lorenzo Vera, il n'y a pas de secret là-dedans, de venir faire une journée ou deux avec eux et pour avoir son avis, voilà, l'avis de Franck sur ce que faisait Benjamin, sur les axes de travail qu'il pourrait mener. Il y a eu des discussions entre les deux coachs. Martin, on l'a vu aussi en compagnie d'Alexandre Kaleka en Belgique. Benjamin. Ouais. C'est quoi son rôle à Alexandre Kaleka? Alex Kaleka, donc voilà, on le sait tous, c'est ancien joueur du Tour. Ouais. C'est un très bon joueur et un ancien joueur du Tour, et surtout un très bon joueur de golf. Très bon copain de Benjamin depuis des années, les années amateurs où il se côtoyait dans le très haut niveau amateur. Où il faisait la coupe de journal du golf. Exactement, entre autres, c'est vrai, ensemble. Exact, entre autres. Et en gros, il s'est entre guillemets spécialisé il commence à vouloir se spécialiser dans le coaching, et en particulier le coaching de petits jeux et de putting, parce que c'est toujours quelqu'un qui recherchait beaucoup là-dedans, dans ce secteur-là, qui se posait beaucoup de questions, et c'était peut-être ça son souci, c'est qu'il se posait beaucoup trop de questions en tant que joueur, alors qu'en tant que coach, ça a l'air d'apporter pas mal à Benjamin. Le petit jeu, justement, c'est un peu ce qui lui a manqué en Belgique, Arnaud. Oui, Benjamin. En tout cas sur son chip O8, on sait que c'est un peu une de ses faiblesses à Benjamin, le chipping. Il a un chip assez facile, il se met à 2,50 m, il rate le putt derrière et le tournoi est plié là-dessus. Donc ça m'étonne pas qu'il aille chercher du soutien à ce niveau-là. Et il est là cette semaine, Alexandre Kaleka? Non, il n'est pas là cette semaine, Alex. Je ne l'ai pas vu en tout cas, mais non, il n'est pas là. Bon, alors on parle de Benjamin Hébert. Quelle est selon vous la meilleure chance française de cette semaine à Wentworth? On sait on le rappelle, Romain Vattel et Julien Ken avaient terminé 4e, c'était en 2016. Est-ce qu'on peut revoir ce type de performance cette semaine de la part de joueurs français? Oui, bien sûr, mais de la part d'un Français, oui, j'espère vraiment qu'il y aura une bonne performance, parce qu'il faut enfoncer le clou assez rapidement sur ces Rolex Series là. Et j'ai presque envie de dire, j'enfonce une énorme porte ouverte, mais celui que je vois vraiment gros comme une maison, c'est Alex Lévy. Pourquoi ? Parce que Seb Gros le disait, ici à Wentworth, on peut pas se cacher, quoi. On peut pas avoir de faiblesse. Si on gagne cette semaine ici, c'est que l'ensemble du jeu, l'ensemble des compartiments du jeu est haut niveau. Et j'ai presque envie de dire, celui qui n'a pas vraiment de faille depuis pas mal de temps maintenant, c'est Alex, quoi. Et il a en plus ce besoin de montrer son nez sur ces grosses épreuves-là. C'est le premier gros test de l'année au final. Ouais, bien sûr. Non, c'est pas le premier gros test de l'année. C'est parce qu'il y a quand même eu le Players avant, il y a quand même eu, mais on va dire que c'est le premier d'une série de gros tests à venir. On va dire qu'il y a 7 ou 9 tournois qui vont être déterminants, et pour l'accession en Ryder Cup et pour la progression d'Alex au classement mondial. Et cette semaine, on fait partie, quoi, clairement. Ouais, parce que tout à l'heure, Benjamin m'accusait de diminuer Wentworth. On avait quand même dit que c'était très beau et tout, parce que c'est quand même un fabuleux parcours de golf et un fabuleux test de golf. Même si quand Ernie Els l'a refait, il y a eu des controverses sur les greens, c'est pour ça que des joueurs voulaient plus y aller. Mais ça reste quand même, dès le 1, vous avez quand même, le drive ça peut peut-être aller, mais le deuxième coup du 1, il est redoutable. Après le par 3 et le 3 s'enchaîne encore redoutable par 4. L'attaque du 18. Non, mais c'est un parcours de golf, il n'y a pas un endroit où vous respirez et où il peut se passer des choses. C'est un parcours de golf absolument fabuleux, un test de golf fabuleux. Et c'est pour ça que tout le monde l'attend aussi, c'est que le parcours est génial. Et d'ailleurs, Thomas Bjorn a dit que là, ça allait commencer vraiment la sélection en Ryder Cup pour les joueurs européens, que là, tout allait s'accélérer à partir de maintenant, Benjamin. Oui, c'est ce que vient de dire Thomas Bjorn en annonçant ses wildcards, ses vice-capitaines. On y reviendra tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure, mais c'est vrai que c'est entre guillemets maintenant que ça commence pour la course à la wildcard, c'est sûr, et je pense que Martin, qui était à la conférence de presse, pourra le confirmer. Donc pour
pour nous, ce qui nous intéresse, nous Français, en l'occurrence Alexander Lévy, ça ne veut pas dire évidemment que ça supprime tout ce qu'a fait Alex Lévy avant, toutes ces 5 victoires, ses précédentes saisons et sa victoire. Mais c'est maintenant qu'il faut confirmer c'est maintenant. maintenant et c'est sur les gros tournois là. Voilà. Il y a l'Italie aussi qui va arriver très vite juste après Wentworth. Au final, tous les Rolex Series, quoi. Tous les Rolex Series et surtout et puis l'USPGA et le British. C'est vraiment ces Tous les points, tournois-là. c'est une fois et demie hein, les points qui marquent. Voilà, donc en gros, pour résumer en une phrase, c'est maintenant que ça commence pour la course à la wildcard. Allez, je vous propose maintenant de parler de Michael Lorenzo Vera. Martin, on le rappelle, vous êtes cette semaine envoyé spécial à Wentworth et vous avez pu aussi échanger quelques mots avec le joueur basque. Il revient notamment sur sa défaite en play-off en Sicile il y a 2 semaines. On l'écoute. Il n'y a pas eu de débrief, pas eu de truc, machin. Le lendemain, je me suis levé, je suis parti travailler, j'ai continué. Ouais. C'est juste un fait de carrière. Voilà. Je te dis que je suis, depuis longtemps, je vous dis que je suis sur le process. Je suis entièrement dans la construction du swing, comme il faut qu'il soit. Construction de la tête, du corps, et puis tous les jours. Voilà. Je continue à faire la même chose. Il y a des moments où je vais faire 60e, il y a des moments où je vais faire premier, des moments de trucs, mais pour l'instant, je m'en fous du résultat. Alors, je m'en fous du résultat, c'est ce que dit Mike. Alors, messieurs, est-ce que quand on est golfeur sur le tour européen, on peut vraiment être détaché comme ça? Est-ce que c'est la clé? On doit être comme ça, c'est ce qu'ils disent tous. Il faut se souvenir que c'est un jeu, il faut s'amuser, il ne faut pas penser au résultat. Dès que vous pensez au résultat, vous êtes mort en golf. C'est valable pour les joueurs européens, c'est valable évidemment pour nous, simples golfeurs, mais évidemment que la clé est là. Et moi, je trouve que c'est une des choses les plus positives que Mike ait dit depuis très longtemps, même s'il en a dit beaucoup. Voilà, je trouve que ça, c'est très très bien vu et voilà, et on peut attendre encore plus de belles choses de Mike. Alors Martin, vous l'avez interviewé, Michael Lorenzo Vera. Comment vous l'avez trouvé justement, Mike? Il était détaché. Est-ce qu'il était quand même déçu? Comment vous l'avez trouvé? Mais je l'ai trouvé comme vous l'avez entendu. C'est ni plus ni moins que le discours qui m'a tenu, à savoir un discours de quelqu'un qui est en phase de boulot, quoi, comme le font j'ai envie de dire tous les champions, tous les gens qui arrivent à faire de grandes choses quelque part. Voilà, Mais est-ce que c'est pas pour s'enlever? Mais il dit, il faut pas oublier que la définition du mot résultat, qu'est-ce que c'est que la définition du mot résultat? C'est une résultante de quelque chose, donc d'un travail. Donc moi, je me concentre pas sur le résultat de mon travail, je me concentre sur mon travail. C'est tout ce que je peux maîtriser. Le résultat, ça viendra ou ça viendra pas en fonction. C'est le miroir de mon travail. Est-ce que c'est pas aussi pour s'enlever une sorte de pression, hein, un peu comme l'avait fait Vettel à une époque avant sa victoire au KLM? Non, je crois pas, et je crois pas que Romain était dans ce schéma. Au contraire, je pense que Alexander Lévy, Mike Lorenzo, peut-être Ben Hébert aussi, c'est peut-être ces 2-3 joueurs qui ont compris qui ont compris quelque chose, quoi. Après, Alexander Lévy a gagné 5 fois quand même pour l'instant. Ouais, bien sûr. C'est plus facile. Il a compris un peu plus que les autres. Non, mais c'est ce que j'ai toujours dit. Plus on s'approche des premières places mondiales, plus on comprend ce jeu, et en même temps, plus on comprend ce jeu, plus on s'approche des premières places mondiales. À chaque fois qu'on a interviewé les meilleurs joueurs du monde dans ce journal ou dans notre métier, on se rend compte, voilà, qu'ils parlent du golf différemment. Et encore une fois, je trouve que là, Mike, comme Lévy depuis quelques temps, il parle de golf différemment. Et après, c'est peut-être facile à dire puisque les résultats sont déjà là, mais je trouve que c'est en corrélation. Mais j'ai pas senti, pour répondre à ta question, Martin, un peu plus précisément, j'ai pas senti quelqu'un qui se planquait derrière des belles phrases, quoi. Comme ça a peut-être pu être le cas, j'en sais rien, ou peut-être qu'il se cachait lui-même dans ce qu'il disait, j'en sais rien. Mais là, c'est voilà, il est voilà, je l'ai vu bosser avec Justin Parsons, son coach, là, son nouveau coach depuis quelques temps, depuis l'an dernier au practice. Voilà, ça travaille au sens propre du terme, ça bosse, ça cherche, ça se prend la tronche, ça cherche des sensations, c'est en mode ouais, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, le Wentworth c'est important, machin. C'est je fais mon boulot, pas mais il faut que j'améliore ci, ça. Si je veux aller à tel endroit, il faut que je fasse ça et on le fait. Point. Benjamin. Ouais, non, on parlait un petit peu de mental et tout de carrière, mais surtout il y a un truc qui est incroyable avec Mike Lorenzo Vera, c'est son swing, quoi. On le voit encore sur la vidéo de Martin sur le papier sur l'équipe.fr. Qu'est-ce que ce gars swing bien la balle à un moment, conjugué avec son putting et maintenant l'expérience de carrière qu'il a. Il n'y a pas de raison que ça tombe pas. Il bosse encore quelque chose sur son swing, Martin, parce que c'est quand même beau, ce qui est fou, c'est que je lui ai posé la question, parce que pour moi, voilà, il y a quand même eu une évolution. On va pas rentrer dans le côté technique, mais voilà, on va dire qu'il contrôle beaucoup mieux sa phase de club à l'impact pour X et Y raison. Il y a beaucoup moins d'action de main par rapport à avant. Et je lui dis, mais alors, t'en es où de la construction de ton swing avec Justin? Et il me regarde, et il me dit, putain mec, si tu savais le boulot qui reste encore à faire.
et on peut pas le faire le C'est boulot dingue. parce qu'on est en pleine saison. Et donc voilà, c'est ça qui est intéressant, c'est que il y a des résultats qui viennent. Le gars, il fait la meilleure saison de sa carrière, de sa vie, de sa carrière l'an passé, et il est encore à dire, il y a un taf de fou, quoi. Donc c'est là où je trouve le discours intéressant. C'est pas un discours de gars qui, ah non mais j'y arriverai jamais, c'est compliqué. Non, c'est au contraire. Je sais où je veux aller, je sais qu'est-ce qu'il faut faire pour aller plus haut, et je vais essayer de le faire. Voilà. Ouais, ça, Alors, Martin, c'est cool. Arnaud, rapidement. Ouais, ça c'est peut-être le petit bémol. Moi là-dessus, voilà, j'espère évidemment qu'il sait ça mieux que nous, et j'espère qu'il a raison. Mais voilà, comme le dit Ben, avec le swing qu'il a, on a l'impression que Mike il swing de la même façon depuis 10 ans et que le boulot il est fait. Mais effectivement, c'est lui, il le sait certainement mieux que nous. Mais espérons qu'il aura raison au bout du compte, quoi. Voilà. Je me suis fait rigoler l'autre jour, j'ai ressorti, je sais plus quoi, je triais des vieilles vidéos, j'ai retrouvé une vidéo du swing de Mike justement, et j'ai regardé les évolutions et ça n'a rien à voir. Franchement, la forme générale est toujours la même, voilà, enfin c'est toujours Mike, voilà, il y a ce caractère de swinger pur, voilà, la cave circule merveilleusement autour de ça changera jamais. Mais la façon dont elle circule, il y a une vraie évolution. Oui, mais alors j'essaierai de vous trouver ça. Quand on a un swing comme Mike là, Benjamin l'a dit, un swing fabuleux, est-ce qu'il y a des moments où il faut pas s'arrêter de chercher et juste jouer? Mais ça on sait pas. Après c'est à lui de savoir et c'est les résultats qui parleront. Voilà. Est-ce qu'il a raison ou pas? Les résultats nous diront s'il s'est perdu dans des détails techniques ou si effectivement il a progressé, continue à progresser, si son swing est devenu de plus en plus solide. C'est ça toute la difficulté du sport et particulièrement du golf. C'est de temps en temps, vous avez des très bons joueurs qui se perdent et puis et qui retrouvent jamais le fil. Donc encore une fois, j'espère et je pense qu'il sait ce qu'il fait, mais l'avenir nous le dira. Alors, en tout cas, son meilleur résultat à Wentworth, c'était une 58e place en 2008. Alors justement, on l'écoute, Michael Lorenzo Vera, son état d'esprit juste avant de débuter son 6e PGA Championship. Il faut que je fasse attention à moi en fait. À pas surjouer, à pas trop en faire, à rester sur le chemin. À pas trop à surréagir parce qu'en effet, comme on disait avec Justin, dans ces cas-là, sur les gros tournois comme ça, la concentration sur le coup après coup est beaucoup plus compliquée. Voilà. Donc ça va être l'objectif numéro 1, c'est vraiment rester présent, coup après coup, présent, coup après coup. J'arrive de la même manière, je sais ce que j'ai à faire. J'ai mes 3 séances de sport à faire avant, j'ai mes petits checks au petit, mes petits checks vidéo, et essayer d'améliorer le wedging, et voilà, c'est tout. Après le jeu, c'est le jeu. Alors Martin, est-ce que ce parcours de Wentworth, s'il est fait pour Mike, quand on regarde ses résultats sur ce tournoi, c'est peut-être pas évident? Bah, il est fait pour, j'en sais rien, il est fait pour des gens qui savent swinger dans les deux sens, enfin qui savent manier la balle dans les deux sens, ce qui est son cas. Il est fait pour des gens qui sont créatifs autour des greens, ce qui est son cas. Il est fait pour des gens qui sont pas trop mauvais et pas trop maladroits sur des greens assez rapides. Je pense que c'est aussi son cas. J'ai envie de dire, il y a plein de joueurs qui sont là cette semaine et qui ont ces capacités-là. Donc, de la dire que ça lui convient à lui plus qu'à un autre, bah, ses résultats prouvent le contraire. Mais le résultat, voilà, on en parlait tout à l'heure, c'est le résultat, quoi. Je sais pas. Malheureusement, j'ai pas ma petite boule de cristal et moi je vois quelqu'un qui progresse, voilà, c'est comme Ben Hébert, comme Julien Guerrier d'ailleurs, voilà, c'est des gars qui bossent, c'est des gars qui progressent, c'est des gars qui essaient d'avancer comme ils peuvent et qui mettent du boulot là où ils croient que c'est justifié. Et je sais pas si ça va payer, voilà, ce serait cool que ça paye pour un de ces gars-là cette semaine, surtout sur un gros tournoi comme ça. Mais allez Arnaud, il y a pas de comment dire de cause à effet immédiat, quoi. Allez Arnaud, avant de laisser Martin sur savoir si Mike ce parcours est fait pour lui, c'était il y a 2-3 ans, il bossait encore avec Franck, il avait fait 66 je crois au deuxième tour pour passer le cut, il était top 10, enfin il était dans les dernières parties et il s'était fait manger le samedi, mais il avait très bien joué, donc ce parcours il peut très bien scorer. Je me souviens que Franck m'avait dit qu'ils étaient passés de partie de 3 en partie de 2 et que ça avait joué très vite et que voilà, qu'il s'était fait manger, je pense, par le rythme de jeu et évidemment par le fait d'être dans les dernières parties à Wentworth. Et comme il dit, le coup par coup, il s'était fait manger par le coup par coup. Donc voilà, encore une fois, on jugera sur pièce pendant ces 4 jours. Allez, merci beaucoup Martin pour toute cette précieuse analyse en direct de Wentworth et on vous retrouve toute la semaine sur le site internet de l'équipe.fr. Merci Martin, merci pour tout. Ça roule les gars, à plus tard. Salut Martin, ciao. Allez messieurs, on reste en Angleterre car on connaît désormais le nom des vice-capitaines pour l'équipe européenne de Ryder Cup. Alors c'est Luke Donald, Padraig Harrington, Graham McDowell et Lee Westwood. Et Robert Carlson. Oui, qui avait déjà été nommé il y a une petite année. Alors c'est des habitués de la Ryder, messieurs, c'est des choix plutôt judicieux, c'est pas illogique. Ouais, quand on voit comme dit Thomas Bjorn, quand on voit le pédigré des joueurs, il y a absolument rien à dire. Hein. 26 sélections à E5. C'est des joueurs qui sont également performants assez récemment. C'est pas des joueurs retraités, c'est des joueurs encore actifs
sur le tour, donc tout est justifié pour les accompagner. Enfin, juste une petite remarque. Ils sont quasiment tous britanniques ou irlando-britanniques. Donc ça va être de toute façon une équipe très britannique en 2018 sur l'Albatros. Donc c'est logique de prendre des vice-capitaines britanniques. Alors mais au final, à quoi ça sert ces vice-capitaines? Parce qu'il y en a une flopée. Déjà, on peut dire que c'est les futurs capitaines de l'équipe européenne. Oui, quasiment. Harrington, Harrington très pressenti pour pressenti. Westwood le sera un jour, c'est sûr. McDowell probablement. Bon, Luke Donald peut-être un peu moins, mais voilà, c'est le futur de l'équipe européenne de Ryder Cup. Et c'est vrai que tout le monde parlait un peu, enfin tout le monde, on avait entendu, toujours lu sur ces fameux réseaux sociaux, ouais, Thomas Bjorn, c'est pas terrible, manque de charisme, gna. Bon, là en tout cas, il a su s'entourer, il est quand même, on va encore y revenir, mais là, l'équipe européenne, c'est pas l'équipe, mais on va dire l'assistanat européen ou l'encadrement de l'équipe européenne, il fait plaisir à voir. Et moi, je souhaite bon courage aux Américains parce que là, ça va être très très compliqué de battre les Européens. Alors, le rôle de vice-capitaine, c'est quoi? C'est de prendre des informations pour l'avenir et devenir capitaine? C'est donner c'est là que ça compte. C'est là que ça compte, Benjamin? Non, en fait, le gros rôle des vice-capitaines, c'est des relais du capitaine, surtout sur le parcours, puisque évidemment, un homme, ça peut pas être à plusieurs endroits à la fois, même avec les talkies et la voiturette. C'est des relais sur chaque partie pour accompagner le joueur jusqu'au départ du 1. Pouvoir aller lui taper sur l'épaule. Mettre en confiance aussi. Voilà, mettre en confiance, suivre les parties, parce que ça, de toute façon, dans le golf en équipe, quand vous avez un membre de l'encadrement pour venir vous aider et éviter de vous sentir seul face à l'adversaire, c'est très très utile. Donc voilà, c'est un rôle de relais déjà sur le parcours. Ça peut aussi prendre des joueurs à part dans la team room, parce qu'il y a ça arrive à chaque rider, des joueurs qui sont un peu en dedans, qui ont des caractères pas forcément faciles à mélanger avec les autres. Et là, les vice-capitaines peuvent aider à prendre les joueurs à part. On l'a vu avec Tiger Woods, qui le fait très bien avec la Team USA, qui l'a fait très bien avec Patrick Reed. En 2016. Voilà, donc, et Spieth. Voilà, oui. Oui, c'est ça. Mais en tout cas, c'est vraiment pour moi le gros exemple du vice-capitaine, c'est Tiger Woods avec Patrick Reed. C'est des sortes de nounous non, mais c'est ça, il avait pris. Non, mais parce que il allait chercher les sandwichs pour Reed. Il en avait rigolé en conférence de presse, Tiger Woods, mais c'est clairement ça, c'est rendre service aux joueurs. Mettre le joueur en condition optimale pour à l'aise, le faire marrer s'il faut, et puis aller parler avec lui. C'est vraiment mettre de la présence de tes couleurs de ton équipe sur le parcours. Non, mais parce que si j'ai dit aussi Jordan Spieth, c'est parce que dans la task force américaine, ce qu'ils avaient décidé, c'était que les vice-capitaines s'occupaient de groupes de 4 joueurs. Et voilà, c'est ça aussi le vice-capitaine, c'est pendant les parties, mais c'est aussi pendant l'entraînement. C'est toujours un relais du capitaine. Le capitaine ne peut pas être partout. Il y a 12 joueurs, il y a des parties d'entraînement, il y a des joueurs qui s'entraînent, qui sont en practice, qui sont sur le putting green. Et voilà, ça permet d'avoir la preuve. Je pense que année après année, on a de plus en plus de vice-capitaines. Imaginez, cette année, on en a 5, quoi. C'est quand même, ça fait. Il n'y a pas de limite pour les vice-capitaines. Mais non, mais donc ça fait un vice-capitaine avec le capitaine pour 2 joueurs, quoi. Donc ça fait vraiment. Il y avait Faldo en 2008 qui avait quasiment pris personne. En même temps, je pense que personne n'était venu. Personne n'avait envie d'être le vice-capitaine de Faldo, et en plus Faldo avait pensé qu'il était évidemment capable de tout faire tout seul, parce que là on a parlé des vice-capitaines, mais il y a aussi les fameux les assistants des vice-capitaines ou des capitaines. Raphaël Jacquelin et Greg Avray. Alors justement, pas de Français en vice-capitaine. Thomas Levé n'avait pas sa place selon vous? Ou Jean Van de Velde. Jean Van de Velde, il y a des problèmes relationnels avec Thomas Bjorn. Mais voilà, moi j'adore Thomas et j'adore Jean, mais quand vous voyez les vice-capitaines qu'il a choisis, voilà. Il n'y a pas match, quoi. Non, ils ont une rider chacun. Voilà, les autres, les palmarès qu'ils ont, c'est quand même. Ils ont des tournois du Grand Chelem pour certains, même si Westwood n'en a pas, mais des ordres du mérite européen, numéro 1 des victoires mondial, sur le PGA Tour, voilà. Donc on adore Thomas Levet et Jean Van de Velde, mais voilà, il fallait être sérieux. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a les assistants du capitaine qui seront français, qui seront Raphaël Jacquelin et Grégory Avray. C'est parce qu'il ne pouvait pas y avoir de vice-capitaine français. Alors justement, la Ryder, ça se rapproche, hein, ça s'accélère au niveau des points. Alors sur le papier, les États-Unis sont comment? Ils sont meilleurs, ils sont au-dessus avec Patrick Reed, Justin Thomas, Dustin Johnson, Phil Mickelson. C'est une génération fantastique. Ils seront largement au-dessus. C'est fantastique. C'est fantastique cette équipe américaine. Mais c'est fantastique. Mais il y a un an, on pensait que c'était infaisable pour les Européens. Plus on avance, et plus moi je me dis que ça va être compliqué. Ça va être compliqué pour les Américains dans le sens. Sur 3 jours surtout, tout est possible. Évidemment, tout est possible. Mais les Européens deviennent de plus en plus forts. Plus on approche de l'événement,
plus l'équipe européenne devient forte. Et c'est sûr que les Américains, comme l'avaient dit ces fameux capitaines, je ne sais plus si c'était Niklos ou Watson, voici les 12 meilleurs joueurs du monde, ou Pasnid ou Hogan, voici l'équipe américaine, les 12 meilleurs joueurs du monde. Cette année, ça sera quasiment le cas, vu la génération, comme l'a dit Benjamin. Il y aura effectivement la plus forte équipe peut-être américaine de l'histoire, parce que, et pourtant il y en a eu des belles des équipes américaines, mais je pense que ce sera aussi la plus forte équipe européenne de l'histoire, et que donc on va avoir une bataille somptueuse et rien n'est joué. Et les Européens peuvent gagner. Le gros atout, hormis Rory McIlroy, Stenson et Rose, etc., et Ram, c'est le parcours, parce que là j'ai pu le jouer samedi, le golf national, l'Albatros. Et les noirs en plus apparemment. Oui, alors là je suis allé me châtier là-bas, mais alors il y a un rough, c'est impressionnant. Vous faites un coup moyen, c'est balle perdue ou un coup perdu, et si vous faites un mauvais coup, vous êtes dans les châchis de l'herbe jusqu'à la hanche, quoi. Ça ne sera pas du tout le parcours de 2016 à Hazeltine, où vous pouviez mettre la balle 50 mètres à droite, 50 mètres à gauche, et être dans le petit rough. Là, ça va être un parcours un petit peu plus européen, même si le national est très long et d'architecture américaine, Arnaud. C'est le 13e joueur européen, c'est le 13e joueur européen, l'Albatros. Enfin, clairement, on va voir, évidemment, on n'est que mi-mai, mais je pense que les roughs vont être très très hauts et très proches du fairway. Là, le parcours est monstrueux, est franc, mais monstrueux aussi. Un coup moyen, vous êtes très très mal. J'ai jamais vu comme ça. Et encore une fois, je le dis à chaque fois, effectivement, l'équipe américaine sera monstrueuse, mais l'équipe européenne aussi. On aura quasiment les 24 meilleurs joueurs du monde. En tout cas, ils seront tous dans les 30 premiers mondiaux. Donc, voilà. Une des plus belles riders de l'histoire, ça c'est sûr. Ça va être la plus belle. Moi, encore une fois, avec Woods et Mickelson en plus. Et comme vous le disiez. Enfin, Woods, pour l'instant, il n'est pas dans l'équipe, mais bon. Non, mais Mickelson non plus, mais ils y seront. Mickelson est dans l'équipe pour le moment. Il est dans les premiers. Oui, d'accord, mais bon. Alors, et un Français, Alexander Levy, est 9e au classement européen. Il faut un gros pet en Rolex Series. Il faut, vous l'avez dit tout à l'heure, ça commence. Ça commence maintenant. Et il va falloir qu'il joue au niveau des 30 meilleurs joueurs du monde. Il a dit il faut qu'il rentre dans les 30 premiers mondiaux. Et là, il pourra y croire, et nous aussi. Allez, avant de terminer cette émission, c'est le retour de la Ligue Fantasy du Journal du Golf. Et nous avons, messieurs, passé le cap des 500 joueurs. Merci à tous. Alors, vous avez entendu sa voix venue du Sud. Rémi Rivière est là. Venu du château. Alors, Rémi Rivière, des nouvelles de notre ligue. Comment ça se passe ? Ça va bien, merci Jean-Philippe. Mieux que ma voix en tout cas. Ce week-end se tenait le Belgian Knockout qui a été remporté par Adrian Otaegui. On en parlait tout à l'heure. Vous aussi, vous êtes KO apparemment. Et devinez quoi, Jean-Philippe ? Eh bien, pour la première fois de la saison, la team JDG avait le gagnant dans ses rangs. Ah, ça, c'est pas mal. C'est pas une blague. Ouais, enfin, en même temps, je sais pas s'il faut souligner ce fait parce que ça veut dire que jusque-là, on n'a pas été très bon. Exactement. Bon, autant le préciser. On progresse. On avait donc sélectionné Adrian Otaegui. On gratte 80 places au leaderboard pour remonter à la 221e. Waouh Avec 7,9 millions d'euros. Première partie du classement. Wow. Et surtout, bon, par contre, on est première partie, mais loin de notre leader François Leduin qui est toujours aussi solide. Ce diable de Leduin. Il a 12,6 millions d'euros. Il attaque sa 7e semaine d'affilée en tête de la ligue. Allez, mais ça va s'accélérer cette semaine avec le premier Rolex Series, on en a parlé. Wentworth, évidemment, le PGA Championship. Rémi, il va falloir scorer sur qui avez-vous misé ? Très important en effet. Alors on a mis du lourd, capitaine Rory McIlroy qui n'a pas joué Wentworth depuis 2015 mais qui l'a gagné en 2014. On prend aussi Tommy Fleetwood qui est sur 6 top 20 en 6 tournois cette saison, c'est pas mauvais. Alex Noren est également dans l'équipe, le Suédois qui n'a pas encore joué sur le tour cette saison, il faut le préciser. Paul Casey aussi, même s'il est de retour d'une blessure au dos, on mise sur lui. Il a gagné Wentworth en 2009 et il y fait son retour cette année après 5 ans d'absence. Jorge Campillo aussi, l'Espagnol très en forme et un Français, non, c'est ça ? Et exactement, Jorge Campillo. Alexander Levy. C'est le petit pari de la rédaction. Alex qui est en grande forme. La prochaine fois, vous me demandez, non mais Jorge Campillo. Non, bah écoutez Arnaud, c'est une équipe à plusieurs. On en reparle la semaine prochaine. On fera un vote. On parlera, ouais. Donc Alexander Levy qui est en grande forme, 5 top 15 cette saison dont sa victoire au trophée Hassan II. Alors certes, le numéro 1 français n'a jamais fait mieux qu'une 12e place à Wentworth, c'était en 2015, mais vu le niveau d'exigence qu'Alex s'impose cette année, on en parlait, difficile de l'imaginer se louper au Rolex Series, donc nous on y croit et il est dans notre équipe. Non, difficile de se louper au Rolex Series, vous allez loin quand même, Rémi. Allez, tout peut arriver. Allez, merci Rémi, une Fantasy League à retrouver sur notre page Facebook du Journal du Golf. Alors Benjamin, vous avez une info de dernière minute, c'est ça ? Non, juste une petite info pour l'Open de France, le HNA qui va venir à la toute fin du mois de juin. On a déjà Justin Thomas, le numéro mondial. Le Tour européen vient de me confirmer qu'un grand nom
Un nom va être Big, annoncé big name. la semaine prochaine ou dans 2 semaines, et ce n'est pas Patrick Reed. Ah d'accord. Donc personnellement, Ça, j'espérais c'est que de ça le l'info. soit. Et ça, c'est de l'info. Eh ben oui. En tout cas, on sait que ce sera pas lui, mais en tout cas, il y aura une annonce la semaine prochaine ou dans 2 semaines pour l'Open de France. Eh ben on le saura du coup la semaine prochaine. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi et merci à vous Rémi pour la réalisation. Et on se retrouve donc la semaine prochaine. Salut. Salut. Journal du golf, le podcast sur l'équipe.fr.